Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer une équation absolument fascinante, le lien indéniable entre l'accès à l'énergie et l'industrialisation minière en Afrique. C'est un sujet qui touche au cœur même de l'avenir économique mondial. Parce que oui, l'énergie n'est pas juste un service de base, c'est littéralement la colonne vertébrale de n'importe quelle grande ambition industrielle. Au menu de notre analyse, on commence par le fameux paradoxe énergétique, on enchaînera sur les avancées et les freins actuels, puis on regardera à quoi ressemble le mix énergétique idéal. Ensuite, on s'inspirera de quelques innovations très concrètes sur le terrain, pour finir sur la façon dont on peut construire tout un écosystème autour de ça. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le paradoxe énergétique. Alors, pourquoi est-ce que l'énergie est vraiment le nerf de la guerre quand on parle d'industrialisation lourde? La réponse est purement physique. C'est le prérequis absolu. Pour donner une idée, transformer du minerai brut en métal pur, comme fondre de l'aluminium ou raffiner du cuivre, ça exige des températures extrêmes. Et ça demande une puissance brute que seules des centrales électriques entières fonctionnant à plein régime et sans aucune coupure peuvent fournir. La réalité, elle frappe fort quand on tombe sur ce chiffre. 600 millions. 600 millions d'Africains n'ont toujours pas un accès fiable à l'électricité aujourd'hui. Pour se rendre compte de ce que ça représente, imaginez un peu la population de toute l'Union européenne, plus celle de la Russie, complètement plongée dans le noir. Du coup, comment on peut imaginer construire des complexes métallurgiques géants quand l'infrastructure de base pour allumer une simple ampoule en continu manque à l'appel sur une si grande partie du territoire? Et ce manque de courant, il est d'autant plus dingue quand on le met face à une autre réalité, 30%. C'est la part des réserves minérales mondiales qui se trouvent en Afrique. La richesse, elle est là, sous nos pieds. Le potentiel pour la transition énergétique de la planète est tout simplement colossal. Mais bon, sans un flux électrique massif pour extraire et transformer ces fameux minéraux critiques, tout ce potentiel reste enfoui. C'est là qu'on touche à une dynamique vraiment intéressante. C'est une boucle parfaite. Sans énergie fiable, impossible d'extraire ou de transformer la roche. Mais de l'autre côté, pour produire l'énergie propre de demain, le monde a désespérément besoin de ces mêmes minerais. De l'uranium, du lithium, du silicium. En gros, la mine a besoin de l'énergie et l'énergie a besoin de la mine. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, où en est-on aujourd'hui et qu'est-ce qui coince? Il faut quand même dire que ça bouge, et plutôt bien à certains endroits. De vraies mutations sont en cours. Dans le sud, on parie des milliards sur l'hydrogène vert. À l'ouest, des pays comme le Sénégal, la Mauritanie ou le Nigeria misent sur un mix super pragmatique entre le gaz et le solaire. Côté est, le Kenya et l'Éthiopie transforment leurs capacités avec la géothermie et l'hydroélectricité. Au centre, on a le méga projet de Nachtigal au Cameroun, prévu pour assurer à lui seul 30% de la production du pays. Et puis, bien sûr, au nord, le Maroc est déjà reconnu mondialement comme un leader du solaire. Mais la réalité opérationnelle vient souvent doucher cet enthousiasme. Le vrai problème, l'électricité produite pour les industriels sur le continent coûte jusqu'à 4 fois plus cher que dans les pays fortement industrialisés. 4 fois! À ce prix-là, c'est presque impossible d'être rentable. Toute usine de transformation perd sa compétitivité avant même d'avoir exporté son premier produit. Et ces prix astronomiques, c'est juste la face visible du problème. Ce qui bloque vraiment tout le système, c'est le manque de vision à long terme. On a des réseaux électriques nationaux qui sont sous-dimensionnés et qui ne peuvent techniquement pas supporter des usines énormes. Mais surtout, le secteur minier et le secteur de l'énergie avancent trop souvent en silo. Il n'y a pas de vraie stratégie commune et ça, c'est un énorme frein à une industrialisation massive. Alors comment on résout ce casse-tête? Passons à notre troisième partie, le mix énergétique idéal. Pour briser ce plafond de verre, la stratégie doit se construire étape par étape, sur 3 niveaux. D'abord, des stratégies nationales solides. Ensuite, on passe à une vraie intégration sous-régionale pour partager les coûts immenses des infrastructures. Et enfin, le but ultime, une coordination à l'échelle du continent entier. Sans ce grand réseau interconnecté, les ressources restent isolées et très vulnérables aux chocs économiques. Et concrètement, comment on choisit son énergie? En fait, c'est comme une boîte à outils ultra précise. Le solaire, c'est génial pour les mini-réseaux et les équipements isolés. L'hydrogène vert se destine naturellement à décarboner l'industrie lourde. Pour la vraie production de masse, celle qui fond les métaux, l'hydroélectricité reste la reine incontestée. Pour les zones rurales éloignées, la géothermie et la biomasse font des merveilles. Et pour les projets sur des décennies qui nécessitent une stabilité parfaite, eh bien le nucléaire civil s'impose de plus en plus. L'exemple qui résume toute l'ambition, mais aussi tous les blocages du continent, c'est le projet Grand Inga sur le fleuve Congo. On parle d'un potentiel de 40 000 MW. Pour donner une idée de la taille, c'est l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires rassemblés sur un seul fleuve. Ça pourrait éclairer 500 millions de personnes. Et pourtant, ce chef-d'œuvre potentiel patine. Il est bloqué par des décennies de problèmes de financement et de manque de coordination entre les États. Mais restons optimistes. On attaque notre quatrième partie avec des innovations qui prouvent que le changement est déjà en marche.
Ce qui est passionnant ici, c'est la diversité incroyable des méga-projets qui fonctionnent déjà. Prenez la centrale Nour au Maroc, un exploit technologique incroyable. Ou le site d'Olkaria au Kenya, qui exploite la chaleur des volcans. L'Afrique du Sud dessine sa propre vallée de l'hydrogène. L'Éthiopie a lancé son monumental barrage de la Renaissance. Et puis, il y a cette tendance géniale qui nous vient des mines d'Australie et du Chili. Coupler des parcs solaires avec des batteries géantes pour faire tourner les sites d'extraction jour et nuit. Ce qui nous amène à notre dernière partie, construire tout un écosystème. Parce que oui, produire de l'énergie c'est bien, mais il faut pouvoir l'absorber efficacement. L'avenir n'est plus aux vieilles usines de béton immobiles. On a besoin d'infrastructures agiles. On parle de smart grids, des réseaux intelligents pour gérer tout ça, d'usines de transformation modulaires placées juste à côté des mines pour éviter les transports inutiles, et même de stations solaires mobiles qu'on peut déployer sur les sites d'exploration. L'objectif, c'est vraiment de créer des complexes industriels quasiment autonomes. Et bien sûr, tout ça demande des cerveaux. Il est vital de cultiver la recherche et le développement au niveau local, fusionner les connaissances minières et énergétiques, former des ingénieurs pointus. L'optimisation devient d'ailleurs une vraie science. Regardez des entreprises comme Aquilé au Sénégal. Ils utilisent le numérique pour optimiser chaque watt consommé par les usines. C'est exactement ce genre de technologie locale qu'il faut multiplier. Au final, le chemin est tracé. Il faut associer une énergie moins chère avec une vraie vision. Cette citation résume tout. Pas d'industrie sans énergie, et pas d'énergie durable sans vision stratégique. C'est vraiment la règle d'or pour sortir de cette vieille habitude de juste extraire et exporter les ressources brutes. Pour terminer, gardons cette équation en tête. Mine plus énergie égale véritable création de valeur locale. Le continent possède les ressources dans son sol et le potentiel renouvelable au-dessus. Le défi maintenant, c'est de réussir à synchroniser ces deux forces. La richesse de sous-sol a façonné l'histoire de l'économie mondiale. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel moment cette même énergie va-t-elle enfin servir à façonner le propre avenir du continent ?